Bonjour tout le monde, Jacques-Antoine. Écoutez, de mon nom de baptême, c'est Joseph-Jacques-Antoine Pierre. La corporation, c'est Normandin, écrit en lettres majuscules, né le 13 juin 1951. C'est lui qui avait une carte d'assurance maladie, un permis de conduire, un certificat de naissance. Et puis, ce M. Normandin-là, du côté fédéral, il a son numéro d'assurance sociale. Tout simplement, donc ça se finit par 525 pour ceux qui peuvent avoir un contact avec ce numéro-là. Et moi, je suis le représentant autorisé de toutes les personnes physiques, donc de tous les noms de famille au Canada. C'est la jeunesse du Four et Associés, cabinet de notaire de Gatineau, qui a fait cette procuration-là en 2017. C'est le numéro 17L233-00096 qui m'a permis de représenter le petit peu Claude Dubé, qui se trouve à être recours collectif contre Revenu Québec. Aussi Jean-Yves Lessard. Et il y a aussi Jacques Normandin et Mario Talbot. Donc, on était devant les tribunaux judiciaires là-dessus. Et en fin du compte, maître le notaire Vicky La Jeunesse a accepté de rédiger cette fameuse procuration qui permet à Jacques, Joseph, Pierre, Antoine, avec des traits d'union, écrit en nom propre, donc une seule lettre majuscule par nom propre, si vous voulez, donc pour Jacques, pour Joseph, pour Pierre et pour Antoine, séparés avec un trait d'union entre chaque nom. Et le nom de famille, comme je vous dis, ça date de la loi du 6 Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794. C'est un groupe de personnes qu'on appelle Normandins. Et ce Normandin-là, devant les tribunaux judiciaires, est né le 13 juin 1951. C'est Jacques. Donc, et ça, c'est une altération par le gouvernement du Québec du certificat de naissance du directeur de l'État civil depuis 1985, quand ils ont enlevé tout simplement ou qu'ils ont aboli le certificat de naissance et de baptême qui appartenait au diocèse, donc à la religion. Ça a été supprimé pour créer le directeur de l'État civil pour la naissance seulement, mais pas pour le baptême, parce que le baptême n'est pas reconnu. En droit, n'est pas reconnu devant le gouvernement du Québec depuis toujours. Depuis l'existence du gouvernement du Québec, qui n'est même pas un gouvernement, c'est une république ici. Quand on dit une monarchie constitutionnelle, c'est une république. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que dans le code criminel, le mot magistrat, ils ont annulé la définition de magistrat, parce qu'un magistrat, c'est une police. Et aujourd'hui, il y a le Conseil de la magistrature du Québec et le Conseil de la magistrature du Canada. Et c'est des policiers. Les juges, c'est pas des juges, c'est des policiers. Ça se trouve être le mandant de tous les policiers, puis même de tous les directeurs de police au Québec comme au Canada. Vous comprenez? Mais c'est surtout le Québec, parce que c'est le Québec qui gouverne le Canada. C'est pas le gouvernement du Canada qui gouverne le Québec. Ça, oubliez ça, là. Le Québec, c'est une république, ça l'a toujours été depuis 1841. Donc, depuis Pierre-Étienne Olivier Chauvreau. Et un qui était de cette même trempe-là, c'est un avocat, ça, c'était Joseph-Adolphe Chapelot, qui a adopté le chapitre de loi 53, écrit en chiffres romains, qui se trouve à accorder aux juges l'immunité de violer la Constitution du Canada. Puis c'est surtout aux magistrats de police, parce que tout ce monde-là se protège par la police. Donc, ça a toujours été une dictature ici, mais ça, les gens ne sont pas au courant de ça. Je vais vous lire la loi.
chapitre 53, c'est la loi protégeant les juges de paix et autres contre les actions vexatoires. Donc, je sais que Normandin, qui est né le 13 juin 1951, a été déclaré plaideur vexatoire, alors que tu ne peux pas plaider. Nul ne peut plaider, sauf l'État et ses représentants. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que ça prenait un avocat pour représenter un justiciable. Et nul ne peut plaider hormis l'État et ses représentants. C'était dans l'ancien Code de procédure civile. Et ça a été effacé. Donc, le juge, si vous voulez, ça se trouve à être le souverain de la magistrature policière au Québec, entre autres, parce que ça part du Québec pour s'appliquer partout au Canada. Ça ne part pas du Canada, ça ne part pas du fédéral. Tout ce que défait le Canada part du Québec. Puis ça défait le Canada au complet d'un océan à l'autre. Donc, je vais vous lire l'article 53 qui a été sanctionné le 9 janvier 1897, qui a été sanctionné par Joseph-Adolphe Chapleau, qui était lieutenant-gouverneur du Québec. C'est marqué l'honorable Sir Joseph-Adolphe Chapleau, lieutenant-gouverneur. Donc, et la loi dit ceci, sanctionné le 9 janvier 1897. Sa Majesté, donc il utilise le mot Sa Majesté, par et de l'avis du consentement de la législature du Québec. Ce n'est même pas une législature, le Québec. Ça n'a jamais été une législature, c'est un conseil d'administration. Sa corporation est le numéro 88 13 81 8000. Donc, c'est le numéro d'incorporation de l'Assemblée nationale, qui a été créé en 1968. Et la loi de l'Assemblée nationale a été adoptée en 1982. C'est la loi A23.1 de 1982, qui se trouve être la loi sur l'Assemblée nationale, puis l'Assemblée nationale a été créée tout simplement en 1968, en supprimant l'autorité, les privilèges, les immunités du lieutenant-gouverneur. C'est pour ça qu'ils ont emprisonné Lise Thibault, puis le juge Carole Saint-Cyr a tout simplement déclaré qu'elle n'avait aucun privilège, aucun veto, aucune immunité, que ça ne possédait plus. Et on lui a enlevé ça. On a enlevé ça à la reine, à ses héritiers et à ses successeurs, en vertu de l'article 18 de la disposition 4 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, qui a supprimé le veto, qui a supprimé les immunités et qui a supprimé les privilèges du monarque, ainsi que de sa famille et de ses héritiers. Et la loi, c'est une loi fédérale statutaire qui ne vient pas, ça ne vient pas du gouvernement royal, parce qu'il n'y a rien de statutaire en Grande-Bretagne ou au Parlement de Londres ou quoi que ce soit. C'est gouvernement royal. Donc, ça n'a pas passé par le gouvernement royal comme tel. Vous comprenez? Parce que même le Code civil de 1866 du Canada a tout simplement altéré l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, avant même que l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867 soit adopté définitivement. Et c'est en 1875 qu'ils ont détruit la Constitution du Canada. Ça s'est fait par des Québécois ici, des Anglais et des Français aussi du Canada, dans le droit statutaire. Et John A. Macdonald, qui était premier ministre du Canada, a participé à ce crime-là contre la couronne britannique. Et ses complices aussi du Canada, ce ne sont pas nécessairement tous des complices du Québec, là. Non, il y en a du Canada aussi. Donc, la loi dit ceci, nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions
un magistrat de police. Ils n'ont pas dit un magistrat, un juge magistrat, non, un magistrat de police, un juge de paix. Donc, les juges des sessions, ça existe toujours, ça. Mais ça existe en autant qu'ils soient assujettis à la reine. Ils ne l'ont jamais été assujettis à la reine. C'est le barreau du Québec et le Collège des bâtonniers du barreau du Québec depuis 1849 qui ont tout simplement imposé leur veto à eux contre la couronne britannique, contre tous les anglophones et les francophones du Canada. Donc, on dit « Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions, un magistrat de police, un juge de paix ou officier quelconque, à raison d'un acte fait en vertu d'une disposition. » Il y en a 11 dispositions dans la Constitution canadienne de 1867. Il y en a 11. Ils disent bien ici, à raison d'un acte fait en vertu d'une disposition statutaire. Donc, ça veut dire que statutaire, c'est du Canada. C'est pas de Grande-Bretagne. C'est statutaire du Canada ou de la province de Québec. Donc, c'est du pareil, là. Qu'on dise pas que le fédéral, c'est la commune là, puis ici, c'est du droit civil. Non, non, ils sont tous pareils. Ils ont toujours été pareils. C'est de vous mentir à tour de bras. Puis ça, vous ne connaissez pas ça. Puis même que les élèves qui deviennent membres avocats du barreau du Québec ne sont même pas au courant de ça. Donc, à raison d'un acte fait en vertu d'une disposition statutaire du Canada ou de la province, peu importe laquelle, pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle. Cette loi entrera en vigueur le jour de sa sanction, qui est le 9 janvier 1897. Et on peut mettre ici en apostille, c'est « irresponsabilité de certains fonctionnaires à raison d'actes faits en vertu d'une loi inconstitutionnelle ». Ça s'est toujours appliqué. Donc, à partir de là, puis il y a eu le fameux Bill pro forma ensuite de ça, pour le fameux discours du trône là, de Mark Carney. On va revenir là-dessus ici. C'est dit ceci, au Parlement d'Angleterre, en 1558, les membres de la Chambre des communes commencent leurs travaux avec la première lecture d'un projet de loi Bill, et non plus par la prise en considération du discours du souverain. Puis ça, c'est en 1558, là. Par une résolution, cette pratique est codifiée en 1604. Or, à proprement parler, il ne s'agit pas encore d'un bill pro forma à cette époque-là, puisque les projets de loi présentés peuvent ensuite être lus en deuxième et en troisième lecture et, à terme, peuvent être sanctionnés. En 1727, la coutume de présenter, attendez un petit peu, la coutume de présenter un vrai projet de loi est abandonnée, sauf exception en 1741 et en 1742. Dorénavant, la tradition sera de présenter le Outlaws Bill à la Chambre des communes du Canada et le Select Vestries Bill de la Chambre des Lords. En adoptant ce projet de loi pour la forme seulement, le pouvoir législatif affirmait ainsi symboliquement, donc ça devenait un symbole, quelque chose qui date de loin, 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 sa présence sur l'exécutif. Et l'exécutif, c'est les tribunaux judiciaires, c'est la police. Vous comprenez? Ça se trouve être la Défense nationale du Canada, la Gendarmerie royale et tout ça. Donc, ça veut dire que le pouvoir législatif, qui n'appartenait pas à la reine, mais bien aux partis politiques qui sont élus par le peuple, affirmait ainsi symboliquement sa présence sur l'exécutif qui appartenait à la reine. Ça fait longtemps que la reine n'est plus là, puis qu'on se fait fourrer, excusez l'expression, par des législatures qui sont fausses, qui sont corrompues,
qui sont mercantiles, qui ne travaillent que pour l'argent. Puis on a vu ce qui s'est passé avec John A. MacDonald quand ils ont voulu financer le fameux chemin de fer de Halifax en Vancouver, et qui a été financé, lui, par un monsieur Hughes des États-Unis. Et donc, c'était déjà de la corruption à partir de ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Jean Charest aussi, tout le financement des partis politiques et tout ça. Donc, si on revient à la définition Bill pro forma, le projet de loi présenté avant la prise en considération du discours du trône, afin d'affirmer le droit qu'a l'Assemblée de délibérer et de légiférer sans égard aux motifs de convocation énoncés par le lieutenant-gouverneur. Donc, le lieutenant-gouverneur n'a plus sa raison d'être, vous comprenez? Donc, l'adoption en première lecture du Bill pro forma est une tradition parlementaire rappelant que le pouvoir législatif est supérieur au pouvoir exécutif des tribunaux judiciaires. Donc, parlez pas d'indépendance puis d'impartialité des juges. Ils sont assujettis, ils sont payés non pas par la reine, non pas par la couronne. Même les procureurs de la couronne sont payés par le premier ministre. Quand il y a eu la commission Charbonneau, le mandant, donc le big boss, c'était Jean Charest, puis il était devant Franck Charbonneau, la commission Charbonneau. Puis Franck Charbonneau, c'est le mandataire du mandant qui était Jean Charest. Ils se sont amusés avec nous, ils se sont moqués de nous, ainsi que les médias d'information. Et là, mais la SAC Click, qui a passé devant la commission Galland, je pense que ce n'est pas terminé encore, c'est la même chose. Mais au moins, François Legault, lui, s'est présenté devant le juge Galland, parce qu'il savait que le juge Galland, c'est son employé, à François Legault. Le juge Galland ne peut pas faire n'importe quoi. Il n'y a pas d'impartialité, d'indépendance. Il est dépendant, il est assujetti pour sa paye, il est assujetti au premier ministre, qui est son boss, qui est le mandant. Donc, Denis Galland, il est mandataire là-dedans. Et ça a toujours été une situation de conflit d'intérêts. S'il n'y avait pas eu de corruption, il n'y aurait pas eu de loi sur l'éthique ou quoi que ce soit. La loi sur l'éthique, c'est que le gouvernement se juge lui-même sur ses comportements, sans passer par les tribunaux judiciaires. Si la reine avait existé, Jean Charest aurait été emprisonné ou d'autres auraient été emprisonnés. S'il aurait prouvé l'acquittement de Jean Charest, naturellement. Mais s'ils n'ont pas pu acquitter Jean Charest, automatiquement, il a le droit à la même peine. Hein? Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi, et ils ont toujours fait n'importe quoi. Donc, il est exactement 9h23. On commence l'enregistrement. Écoutez bien ça. Je vais quand même mettre le son pour être capable de bien entendre. Donc, on y va? Dehors, gouvernement imposteur. Le Québec est-il légitime ou plutôt l'État national du Québec est-il légitime? La réponse est non. Le 17 octobre 2015, un jugement du Canada grand jury l'a prouvé. Celui-ci étant constitué par le peuple et pour le peuple. Le jugement fut déposé, signé et notarié à Cowansville, Québec. Et les gens qui étaient justement à l'administration de ce procureur-là, de ce grand jury-là, procureur du peuple, c'était Jean-François Fortin, qui était procureur du peuple. Il a été dans l'armée canadienne, ce monsieur-là. Les procureurs assistants, c'était M. Paul Leblond, Marc Legault, par Chantal Benoît, Yves Saint-Martin, par Jean-François Fortin, Michel Thibodeau, Angèle Prince, Denis Paiement, Jean-François Fortin, par Jean-François Fortin, parce que c'était nommé justement qui était proposé par ces gens-là. Le comité de la Cour, le président, c'était Jacques-Joseph Pierre-Antoine, de la famille Normandin.
Le secrétaire, c'était Michel Ardouin. Et le comité de la Cour, c'était le procureur du peuple, Jean-François Fortin. L'instigateur du tribunal, Denis Paiement, c'est une victime du système d'administration de la justice. C'est épouvantable, ce qu'a vécu ce monsieur-là. Sous la supervision notariale de Juscelin Poudrier, qui était notaire au dossier. Les membres du tribunal, premier jury, c'est Jean Paquet, Gary Moreau, Maude Legault, Sébastien Breton, Joël Yockel, Étienne Legault, Jean-Yves Roy, Daniel Duval, Régent Dubois, Ghislaine Pigeon, Patrice Gagné, Gilles Gagné, Jean-François Duquette, Denis Trépanier, Marc Guérette, Diane Larouche, Marie-Chantal Gaudreau, Sandra Métivier, Christian Denis Letendre, Suzanne Detweller, Benoît Larouche, Jonathan Gagnon, Suzanne Larouche, Danny Dorman, Éric Quintin, Sylvain Paquette, Eddie Gagné et Stéphanie Pelletier. Ça, c'était les membres du tribunal. Donc, on continue. C'est en raison de ce jugement du tribunal de grande instance que l'État national qui se trouve à être le gouvernement du Québec a été jugé pour n'avoir jamais eu aucune légitimité, aucune légalité et aucune constitutionnalité. Le grand jury a été formé de 23 jurys suite à la cause de Denis Paiement contre la CSST. Ce dernier a perdu l'usage de ses deux jambes lors d'un accident de travail. Malgré le fait qu'il ne pouvait plus travailler, la Cour supérieure ne lui a pas rendu justice. C'est d'ailleurs pour cette raison que des citoyens québécois ont voulu lui rendre justice et qu'ils ont créé le Grand Jury du Canada. De fil en aiguille, par la quête et la recherche de preuves, celles-ci ont permis de découvrir que le Québec n'était pas un gouvernement, mais bel et bien une entreprise étrangère, voire même une organisation criminelle. Donc, c'était une république. Quand on dit que c'est une monarchie constitutionnelle, le mot monarchie constitutionnelle veut dire une république. Le Canada a toujours, aussitôt qu'on met le mot constitutionnel et qui est attaché au droit statutaire du Canada, ça devient une république. Ça enlève toute autorité, tout pouvoir, toute immunité à la reine, donc au monarque, à la Chambre des Lords spirituels et les lords spirituels et temporels du gouvernement royal de Sa Majesté la Reine. Donc, aussitôt qu'il y a eu monarchie constitutionnelle, c'est comme si on disait république. Donc, ça n'a jamais été, dans le fond, un gouvernement fondé sur la couronne britannique, mais bien fondé sur le droit statutaire du Canada. Ils se sont servis tout simplement, ils ont manipulé la couronne royale britannique pour monter un système politique ici mercantile, seulement pour l'économie, seulement pour des dépenses, et c'est là qu'ils ont créé la personne physique en 1952, dans la loi du gouverneur général du Canada, chapitre 139 de 1952, qui en ont fait du gouverneur général en 1985, non plus une personne physique, mais aussi une personne morale. Donc, le gouverneur général, qui par la reine est censé être attaché à l'intronisation chrétienne, que ce soit protestant ou catholique, c'est chrétien. Et puis là, à partir de là, il y a eu seulement du test, on se souvient de ça, par le gouverneur Murray ici, où les Français, automatiquement, qui ne renonçaient pas à leur religion, puis à la Sainte Hostie, si vous voulez, vous comprenez, au sacrement de l'Église catholique, mais automatiquement n'avaient plus droit de travail, n'avaient pas droit d'absolument rien. Puis ça s'est fait par le gouverneur Murray, ici au Canada, à l'insu de Sa Majesté la Reine Victoria ou le roi qui l'a précédé.
Donc, on continue. Lorsque le jugement du grand jury est sorti en 2016 et dans l'année qui suivit, ce fut dès lors le début de la chute du Parti libéral du Québec. En effet, ce sont 21 députés libéraux du Québec qui ont démissionné et le Parti libéral n'a jamais réussi à remonter la pente depuis. En plus du départ des différents ministres, mentionnons également celui de Michel Després, PDG de la CSST, ainsi que de plusieurs chefs de la Sûreté du Québec qui n'ont démontré aucune opposition, ni même les 25 000 scrupuleux juges et avocats criminels de la Cour du Québec et de la Cour supérieure du Québec. Mentionnons entre autres le départ de Jean-François Michaud, qui était le juge en chef à la Cour suprême du Québec dans la cause de Denis Paiement, ainsi que le départ de la juge en chef de la Cour suprême. Il y a eu la cause de Denis Paiement, Jean-François Michaud, et il y a eu aussi la cause de monsieur, voyons donc comment il s'appelle, donc, je l'avais son nom tantôt, Léopold, en tout cas, il y avait une propriété, lui, à Saint-Colomban. Son nom ne me revient pas, là, je suis trop nerveux. Mais il a perdu sa propriété, lui, puis il a fallu qu'il abandonne au gouvernement sa propriété, puis il avait passé devant le juge Michaud. Puis le juge Michaud avait dit, justement à ce monsieur-là en question, au justiciable, de demander au grand jury de faire la preuve de la constitutionnalité de la Cour supérieure, que lui ne pouvait pas faire la preuve de la constitutionnalité, ni lui, le juge Michaud, ni aucun des membres du palais de justice de Saint-Jérôme. On continue. Canada, Beverly McLaughlin, qui a démissionné en 2017 également. Finalement, notons que Guy Nadeau, comptable au SFPQ, qui était le prête-nom de l'État national du Québec, a lui aussi quitté ses fonctions. Évidemment, aucun d'entre eux ne reconnaîtront que c'est en raison du jugement du grand jury qu'ils sont partis. Mais dans les faits, c'est exactement le cas. Soulignons également que ce dernier a été le premier grand jury fait dans le dernier siècle au Canada, dont celui-ci a été gagné en utilisant la liberté d'association qui vient de la Constitution de 1867 à 1982. Un grand jury est une institution au sein d'un tribunal qui a le pouvoir de mener une procédure. Vous savez que ça n'a jamais existé parce que la reine n'était pas là et on voit ce qui se passe aujourd'hui. Mais on ne connaît jamais, à cette époque-là, en 1867, en 1875, les effets secondaires qui se sont rendus à 2025, cette année, là, 2025, puis on arrive en 2026, là, c'est prochainement. Là. Donc, personne, tu sais, à cette époque-là, on a utilisé la Constitution du Canada de 1867 comme modèle, comme brouillon, pour monter un système au Canada qui est complètement délictuel et corrompu. On continue. Officielle afin d'enquêter le comportement potentiellement criminel et de déterminer si des accusations criminelles doivent être portées. Le grand jury peut exiger la production de documents et peut obliger des témoins à comparaître devant lui, afin de témoigner sous serment. Actuellement, seuls les États-Unis utilisent régulièrement des grands jurys, bien que la majorité des pays du Commonwealth, régis par le Common Law, les ont employés dans le passé. Le grand jury fédéral est considéré par la Cour suprême comme une entité constitutionnelle de son propre droit. Étant donné qu'ici, le grand jury en common law s'est appliqué pendant quelques années et tout ça, mais en 1875, quand on a tout simplement supprimé les immunités, les pouvoirs et le veto du souverain, automatiquement, la monarchie britannique, la famille royale britannique
du futur. Puis même, ça entachait ceux qui ont précédé la reine Victoria et tout ça. Ça a été supprimé. Donc, moi, cette année, j'ai envoyé par FedEx un document au roi Charles III. Et c'est la police qui a bloqué devant, sous son autorité à elle. Et c'est sans doute, moi j'ai un doute raisonnable de croire que ça vient du barreau du Québec et des avocats du barreau du Québec ici, qui ont ordonné à ceux qui transportaient justement ce document-là, FedEx et tous ceux qui ont mis la main à la pâte là-dedans, donc, dont Memphis, Tennessee, ça a passé par là. Ça a passé, entre autres, sur la rue Bertrand Faby à Sherbrooke, et c'est là que ça s'est fait. Parce que moi, c'est à Saint-Alphonse de Granby que j'ai déposé le document, et j'ai aucune lettre qui prouve qu'à Saint-Alphonse de Granby, c'est là que le document a été déposé, puis qu'a été l'ordinateur, justement, la réceptionniste qui a rempli le document elle-même devant moi. C'est à Saint-Alphonse de Granby. C'était pas sur la rue Bertrand Faby à Sherbrooke. Donc, il y a encore tout un complot contre le système monarchique ici, puis il n'y aura jamais d'impartialité et d'indépendance judiciaire. C'est une fausseté, ça, publiée par le CRTC et par tous les médias d'information au Canada, de croire que les juges sont impartiaux, sont indépendants. Pas du tout. Ils sont assujettis au premier ministre de chaque province, et entre autres au premier ministre du Canada, puis c'est lui qui règne en roi et maître sur toute la nation canadienne et sur toutes les institutions. Puis les banques, ben, il est assujetti aux banques parce que c'est les banques qui contrôlent tout. Donc les avocats, s'ils veulent faire de l'argent, il faut qu'ils travaillent pour les banques, puis là, ils vont chercher des millions de dollars, ça c'est certain. On continue. Qui ne fait partie ni du pouvoir exécutif, comme les procureurs, ni du pouvoir judiciaire. Ces grands jurys comprennent jusqu'à 23 membres du grand jury. Ils prennent leurs décisions à la majorité simple et agissent à huis clos, notamment dans le but de préserver la réputation de personnes qui n'ont pas encore été inculpées. En outre, ça, je vais vous dire une chose, tant et aussi longtemps qu'il va y avoir confidentialité et que ça va être un groupuscule de personnes dans l'administration de justice qui gardent secret des informations ou qui caviardent. Donc, sur des écrits, ils font des taches noires pour effacer des choses. Ça, je trouve ça criminel. C'est là qu'est la dictature. Et moi, je suis contre le grand jury dans ce sens-là. Et pourtant, j'étais justement à la direction du grand jury. Vous avez vu mon nom tantôt, là, Joseph Jacques-Antoine Pierre, c'est-à-dire Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin. Mais il y a des choses que je n'accepte pas. Et j'ai appris beaucoup depuis ce temps-là, alors que le grand jury n'était pas au courant de ça. Là. Puis tout ce monde-là ne sont pas au courant de ce que je suis au courant aujourd'hui. On continue. Outre, il n'y a ni juge ni avocat de la défense devant le grand jury, ce dernier se prononçant seulement sur l'inculpation, sans prononcer aucune peine. Les grands jurys peuvent questionner les témoins, ce que ne peuvent pas faire les jurys d'un procès. Le procureur peut se servir du grand jury pour mener son enquête. Et vous savez qu'aujourd'hui, les assermentations, ça n'existe plus. Et moi, il y a un avocat là, qui me l'a dit là, lors d'une procédure, une enquête introductive d'instance, où il m'a dit que quelqu'un qui faisait assermenter, qui était assermenté sur une requête introductive d'instance, échouait son examen. Puis lui, c'est un professeur de droit à Sherbrooke. Et il faisait échouer l'examen du jeune candidat au métier d'avocat, à la profession d'avocat, si il mettait une assermentation sur une requête introductive d'instance, alors que c'était dans la procédure elle-même. Il fallait qu'il y ait une assermentation. Mais moi, je ne pouvais pas m'astiner avec ça, parce que ma soeur m'avait dit de ne pas dire un mot. J'étais avec elle, et j'ai laissé parler. C'est du cabinet d'avocat Landry Boucher à Cowansville. On continue. Par exemple, pour citer des personnes à témoigner sous serment. À travers le grand jury,
le procureur devient aussi puissant qu'un juge d'instruction français. Théoriquement, un grand jury peut agir de façon indépendante d'un procureur, mais c'est extrêmement rare. Les grands jurys sont généralement sélectionnés au sort pour une longue période couvrant plusieurs mois, par exemple. Mais à qui appartient légalement le Québec? Chose certaine, il n'appartient pas au peuple, car celui-ci n'a aucune légitimité. Les gouvernements ont été créés par les humains pour les servir et non pour les asservir. Or, le Québec n'a rien d'un gouvernement, puisqu'il appartient à des prête-noms, notamment des propriétaires et des gestionnaires. L'entreprise du Québec a le droit de faire des règlements, mais n'a pas le droit de faire des lois comme toute forme d'entreprise. Par exemple, le Québec Inc. serait assujetti aux mêmes règles de gestion qu'un Canadian Tire. Comprenons ici que le Québec est présentement géré par une entreprise comme le Canadian Tire qui a le droit de faire des règlements, mais jamais des lois. Est-ce que le Québec est un vrai gouvernement? Ce n'est malheureusement pas un vrai gouvernement. C'est un gouvernement de facto, c'est-à-dire que c'est un gouvernement en apparence qui a des délégués de corporations qui personnifient le gouvernement. Notamment, ceux-ci prétendent être le gouvernement du Québec. Ce n'est pas un gouvernement, c'est une entreprise corporative. Or, le problème est que le Québec est enregistré au nom d'un syndicat, soit le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec. Cela ne vous rend pas mal à l'aise que ce soit un syndicat qui est le prête-nom pour une entreprise étrangère? Vous retrouverez facilement dans le bureau du registraire des entreprises le numéro d'enregistrement d'entreprise du Québec Inc., qui est le 11 40. Non, je vais vous dire, ça c'est pour le syndicat, mais l'Assemblée nationale est enregistrée, l'Assemblée nationale unicamérale, une seule chambre, est enregistrée sur le numéro 88 13 81 8000. Et le ministère de la Justice du Québec est enregistré sous le numéro 88 13 81, qui se trouve à être pour Québec, 1381, c'est une juridiction du Québec, 2227. Ça, c'est pour le ministère de la Justice du Québec. C'est des corporations. Et le numéro d'entreprise du Québec, la fonction publique, le syndicat et tout ça, c'est le numéro 11 43 13 70 09. Puis on peut aller... Ah, là, c'est vrai que je ne suis pas devant, mais ça fait rien. D'une façon ou d'une autre, on continue. 33 13 70 09. Celle-ci est enregistrée par le prête-nom du syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, SFPQ, dont le siège est situé au 5100 boulevard des Gradins, Québec, Québec. C'est d'ailleurs Benoît Malo qui est le prête-nom pour la corporation du SFPQ, et ce sont eux qui agissent en tant que prête-nom pour l'État national du Québec. L'État national du Québec se définit d'ailleurs comme étant l'Empire Québec. En effet, c'est ce que l'on retrouve lorsque l'on fait une recherche Google Maps avec la vue satellite sur l'adresse du SFPQ du boulevard des Gradins. De plus, le Québec Corporation a été dissous en 2015 par le jugement du Grand Jury du Canada. Mais celui-ci n'apparaît évidemment pas dans le bureau du registraire des entreprises. Ça doit continuer. Le 30 mars 2022, Opération Domino s'est déplacée au 5100 boulevard des Gradins à Québec. Ça, c'est revenu Québec. Afin de rencontrer Benoît Malo. On est au 5100 boulevard des Gradins à Québec. On est au syndicat de la fonction publique du Québec, qui sont les prête-noms pour Québec Corporation, qui est situé au 1 rue Rockefeller Plaza, au 26e étage, à New York. Donc, c'est eux qui sont
Propriétaires du Québec sont à New York, donc c'est une organisation étrangère qui nous gouverne depuis 1970. Donc, c'est suite au fait que le Conseil législatif a été dissous en 1968. Tous les conseils législatifs de toutes les provinces ont été dissous en 1968. Suite à ça, les 24 conseillers législatifs qui étaient là pour surveiller que les lois soient constitutionnelles, ils ont été dissous. Donc, on leur a demandé de démissionner. Puis, après ça, en 70, ils ont créé, on était capable de créer une corporation, une entreprise, Québec Inc., qui est située à New York. Donc, on appartient aux États-Unis, là. On n'est pas, c'est pas c'est une compagnie qui dirige le Québec depuis 1970. Donc, on va essayer de rencontrer M. Benoît Malo tout à l'heure, puis on vous raconte la suite. Donc, le Québec, oui, c'est une corporation. Et le numéro ici de la corporation, ça se trouve à être 11 42 94 44 05. Ça, c'est au registre des entreprises Revenu Québec. Donc, c'est le numéro d'entreprise. Et quand on va ici, à la deuxième page en question, l'adresse, c'est le 612 rue Saint-Jacques, à Montréal, Québec, H3C 4M8, Canada. L'adresse du domicile, c'est secrétaire corporatif. L'adresse, c'est le 18e S, comme Sylvie, -612, rue Saint-Jacques, à Montréal, Québec, H3C4M8. Ça a été radié ici sur demande, vous comprenez? Mais on voit ici l'immatriculation 1985-02-24, date de mise à jour du statut 2021-07-14, donc ça ne fait pas quand même si longtemps que ça. Activité économique et nombre de salariés. Premier secteur d'activité, c'est industrie des journaux, impression et édition combinées, l'édition de journaux et d'hebdomadaires. Québécois Média Incorporé au 612 rue Saint-Jacques à Montréal. Ici, on dit dirigeant non membre du conseil d'administration, c'est Sophie Riendeau, secrétaire. Et là, ben, on peut aller plus loin. Colombie-Britannique, fusion. Il y a eu une fusion avec la Colombie-Britannique. Sous le numéro résultant, c'est 11. C'est tout pour le numéro 11 42 94 40 94 44 05. Et il y a la Colombie-Britannique qui se trouve à être l'adresse ici, c'est encore au 612 rue Saint-Jacques à Montréal. Donc, ils sont tout simplement fusionnés d'une certaine façon, ou la Colombie-Britannique est fusionnée à cette corporation-là, qui est le numéro 11 42 94 44 05. Puis il y a Canada, loi canadienne sur les sociétés par action. Puis là, ben, la corporation sur médias, c'est le 333 King Street East, Toronto, Ontario. Le code postal, c'est M5A3X5. Et là, ben, on voit quand même que le premier actionnaire, c'est Québécois Média. Industrie des journaux, impression et tout ça. Et là, il y a des pages et des pages de journaux qui identifient les journaux à travers le Canada, le Québec et tout ça. Donc, on continue avec ça ici. Après être rentré, il y en a déjà 2 qui sont rentrés. Donc, comme vous voyez là ici, c'est le prénom pour Québec Corporation. Donc, on veut leur dire qu'ils doivent partir. L'Assemblée nationale a reçu une lettre pour partir le 9 février dernier. On n'a pas un gouvernement légitime. Ici, le syndicat de la fonction publique du Québec et tous ces beaux gens-là qui sont là, c'est
diriger le prête-nom pour Québec Corporation. Donc, on va leur dire qu'ils ne sont pas légitimes et qu'ils ne peuvent pas diriger le Québec. Donc, c'est comme ces gens-là qui sont les marionnettistes de François Legault. Donc, on y va. Attendons. Entre les mains, on a un jugement, le jugement du grand jury de 2015. OK. Qui est là. OK. OK. Tu vas présenter le document. C'est ça. OK. Donc, on y va. Voilà. Malo. C'est Benoît Malo. Oui, bonjour. Est-ce que je parle à monsieur Benoît Malo? Bonjour, mon nom est Amélia. J'aimerais ça vous rencontrer. On est 4 belles personnes qui aimeraient discuter un petit 5 minutes avec vous. Est-ce que vous auriez un petit temps? Oui, c'est ça? Ah, OK. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait nous accueillir de votre compagnie? Oui, il n'y a vraiment personne. Il faut vraiment faire un poste pour rejoindre les gens. Il y a la salle de réunion qui est ouverte. Oui, il n'y a personne de l'autre côté. Vous parlez de la salle en haut. Ouais. La location de salle. Voilà. Non, c'est ça, c'est barré. D'accord. Bon, ben, là, est-ce que je raccroche avec M. Marot? Oui, OK. Ah, d'accord. Fait que là, il n'en reviendra pas. OK, c'est bon. Bonjour, mon nom est Amélia. Bonjour. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? On a des documents à vous donner, puis on voudrait vous en parler. Juste 5 minutes. En fait, je voulais parler à M. Malo, mais évidemment, il est arrivé dans le cadre. Puis s'il y a quelqu'un à la famille qui pourrait nous recevoir. Oui, je vous écoute. OK. Bon, ben c'est ça. Je vous explique un petit peu. En 2015, il y a eu un grand jury. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un grand jury canadien qui a en fait déclaré le Québec Corporation illégal. Donc, ils ont reçu que c'était à travers le jugement. Syndicat de la fonction publique serait prête-nom. Vous avez été jugé comme quoi c'est une organisation criminelle. Étiez-vous au courant, vous, que vous étiez une compagnie prête-nom pour ce qu'ils appelle le dit gouvernement du Québec? C'est une corporation privée. Le numéro, vous pouvez aller voir sur le site du registraire des entreprises. Vous tapez Québec et vous allez avoir accès à tout, parce qu'en étant une entreprise privée, elle doit rendre des comptes à Revenu Québec, ce qu'elle fait. Mais en fait, le Québec appartient au syndicat de la fonction publique. Et oui. Québec appartient pas au syndicat. Oui, ça appartient au syndicat de la Vous êtes le fonction publique. prête-nom pour Québec Corporation. Donc, Ouais. en fait, en 1968, il y a eu dissolution du Conseil législatif le 18 décembre 1968. Puis à partir de ce moment-là, quand le Conseil législatif qui était là en place, c'était eux qui surveillaient les lois, qui étaient le chien de garde des lois. Puis quand ils ont dissous les conseils législatifs, parce que c'est Canadien qui il a fait ça pour toutes les provinces. Puis à ce moment-là, en 1970, ils ont pu faire n'importe quoi, mais en 1970, ils ont créé Québec Corporation qui site à New York, où Puis nous autres, ben, on a envoyé ça à l'Assemblée nationale pour leur demander de s'en aller, pour leur dire qu'il était illégitime. Puis toute l'explication est là-dessus. Fait que vous pouvez le donner à M. Malo, mais c'est ça. Fait que nous autres, on voudrait que ça fasse sur tout ce qui arrive avec... Parce qu'une corporation privée n'a pas le droit de faire des lois. C'est comme si Canadian Tire faisait des lois puis nous obligeait à obéir à ces lois-là, nous donnait des contraventions. Si on ne les suit pas, nous envoyer en prison, c'est la même chose. On est géré par une corporation et non par un gouvernement. Mais vous étiez sûrement au courant. Je sais que peut-être vous ne pouvez pas le dire, mais
depuis vous longtemps, utilisez. attention. C'est la pandémie, c'est tout vous qui faites ça. Parce que c'est... Le port du masque, puis pourquoi que vous êtes autant de restrictions, c'est vous qui tirez les ficelles de François Legault. Ça peut servir à votre avantage, en fait. Ça pourrait être intéressant, mais je vous invite vraiment à aller sur le site du registraire des entreprises. Tapez Québec dans la barre de recherche. Vous allez tout voir ça. Vous allez voir enregistré sous le nom, vous descendez, puis ça va être marqué Fédération de T'avais-tu quelque chose à dire? Donc, maintenant que le SFPQ a été informé que le peuple est au courant. Le Québec n'a aucun droit de représentation internationale, malgré son champ de compétences. La forme actuelle du gouvernement du Québec est une république qui est illégale et illégitime, ce qui est carrément une fraude et complètement inconstitutionnel. Dans les faits, le gouvernement du Québec est une corporation sous forme républicaine. D'ailleurs, au Québec, on n'a jamais vécu la monarchie constitutionnelle, donc on ne peut pas savoir si cela était ou aurait été une meilleure situation gouvernementale. Le fait de ne pas le savoir fait évidemment partie. Moi, je suis monarchiste catholique, je suis compagnon d'armes de Lise Thibault. Elle a été arnaquée, on l'a mis en prison. La reine Élisabeth, que vous voyez sur l'écran ici, a subi la dévolution de la couronne par Brian Mulroney en 1985 au chapitre P1 de la loi du Parlement du Canada, article 2, qui dit que la dévolution de la couronne n'a pas pour effet d'interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel continue à fonctionner comme s'il n'y avait pas eu de dévolution de la couronne, comme s'il n'y avait jamais eu de couronne. Et elle a raison de dire qu'on ne sait pas ce qu'aurait donné la monarchie chrétienne de Grande-Bretagne au Canada si on avait respecté quand même au moins l'existence du bon Dieu ici. Mais ils ont abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne en 1997 au dossier 500-05-031-133-976 devant l'honorable Ginette Piché qui a avoué directement